BFM Business, midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, soyez les bienvenus dans l'heure H sur BFM Business. Dans l'actualité de ce vendredi, on a des marchés qui, ça y est, se reprennent un petit peu après 2-3 séances un petit peu difficiles. Regardez le CAC 40 qui progresse de 0,56%. Des marchés qui ont digéré, pour l'instant en tout cas, toutes les interrogations liées à Donald Trump. On va voir ça avec Guillaume Sommerer dans un instant. Sinon, c'est notre question du jour. Et si c'était le secteur automobile en fait et pas EDF qui devait s'inquiéter de l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement? Bah oui, certains commencent à se demander si c'est pas au diesel en fait qu'ils comptent vraiment s'attaquer. Les constructeurs en tout cas le disent. On a beaucoup investi et beaucoup innové sur le sujet depuis quelques années. C'est pas pour tout mettre à la poubelle aujourd'hui. On verra ça aujourd'hui également. Et puis alors ça se confirme, ça se présente mal pour le prélèvement de l'impôt à la source. Le nouveau ministre des Comptes publics l'a dit hier entre les lignes, il y a de fortes chances qu'il ne voit jamais le jour. Oui, sauf que vous allez voir que depuis un an qu'on planchait dessus, ça a quand même coûté un petit peu d'argent, tout ça, de l'argent que là, pour le coup, on risque bien de jeter à la poubelle prochainement. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Dans un quart d'heure, bien sûr, les experts de l'orage, comme tous les jours, l'actualité de la tech, de l'immobilier, du luxe et de la culture. Tout ça côté business. C'est parti, l'orage l'info jusqu'à midi et demi. Bien, donc c'est reparti sur les marchés. Alors pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas c'est reparti pour le coup. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. On vous a suivi donc depuis ce matin 10h sur BFM Business Intégral Placement. Donc on a eu, pour résumer, 2-3 séances de coups de mou sur les marchés, avec les inquiétudes liées à Donald Trump. Et puis là, c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, c'est reparti tout simplement parce qu'on se dit qu'il y a rien de grave. Oui, c'est vrai, le CAC 40 a reculé sur 3 séances d'affilée. On a perdu 2,5%. On a perdu en fait le bénéfice de l'entre-deux tours. Voilà ce qui s'est passé sur le CAC 40, sur les craintes de voir Donald Trump empêcher ou en tout cas empêtrer dans sa volonté de réformer les États-Unis, ses craintes d'impeachment. Voilà l'effet que ça a eu. Donc moins 2,5 sur le CAC, mais c'est vrai qu'on repart un peu de l'avant aujourd'hui, plus 0,5. On est déjà reparti de l'avant hier soir à Wall Street parce que d'abord l'impeachment, on n'y est pas. Oui. Et on se dit aussi que même s'il y avait impeachment, ce serait pas forcément une très mauvaise nouvelle puisque dans ce cas-là, imaginons Donald Trump destitué, eh bien Mike Pence deviendrait le président à sa place. Oui. Et Mike Pence, eh bien c'est quelqu'un qui veut aussi réformer, qui veut les mêmes réformes mais qui a peut-être davantage de moyens pour les mettre en œuvre. Et donc Wall Street se dirait sans doute en cas d'impeachment, bon voilà, ça fait retarder les réformes mais Mike Pence est favorable à ces réformes et saura peut-être plus facilement convaincre le Congrès de les voter. Voilà pourquoi finalement il n'y a pas de panique en bourse. Il veut pas lâcher les marchés malgré ce petit trou d'air et puis malgré ce qui se passe au Brésil. Là on voit le président brésilien qui pourrait être rattrapé par l'affaire Petrobras avec l'onde de choc que ça pourrait entraîner sur les marchés émergents. Non, pour l'instant tout ça on fait abstraction. Non, parce que le Brésil c'est un peu un marché à part, c'est pas un pays systémique à l'échelle mondiale, le Brésil. En revanche, il y a un impact sur certaines valeurs. Par exemple, Edenred qui a déjà perdu hier 5%, Edenred qui fait une bonne partie de son activité au Brésil, eh bien le titre recule encore aujourd'hui de 0,7%. On a vu Casino aussi reculer, qui a du mal encore un petit peu aujourd'hui. Casino, des entreprises qui réalisent à peu près 30% de leurs résultats opérationnels en Amérique latine. De ce point de vue-là, le Brésil est important, mais à l'échelle mondiale, c'est pas le Brésil qui va créer une déflagration sur les bourses mondiales. Pour l'instant, donc, ça tient. Ça tient, ça devrait tenir. La seule question qu'on peut se poser, c'est celle du potentiel européen. Oui, les bénéfices des entreprises en Europe s'améliorent. Oui, la croissance est de retour en Europe. Et pour autant, l'Europe n'a pas fait mieux que Wall Street cette semaine. On aurait pu espérer que face à la baisse de Wall Street, l'Europe résiste. Ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est un petit point d'interrogation auquel on ne s'était pas attendu. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Sommerer, qu'on retrouve tous les jours, bien sûr, 10h midi en direct sur BFM Business. Intégral Placement avec Cédric Decoeur. Un petit mot d'Emmanuel Macron qui, on l'apprend, vient d'arriver au Mali, à Gao. Emmanuel Macron qui est au Mali aujourd'hui. C'est donc le premier déplacement hors d'Europe pour le nouveau président de la République. Il est venu saluer sur place les forces françaises qui, vous le savez, luttent depuis 4 ans maintenant contre les différents mouvements djihadistes engagés sur place. Tout ça nous amène justement au gouvernement français. Et on va revenir un petit peu sur le cas Nicolas Hulot parce que il vous a pas échappé que depuis quelques jours, le débat s'est surtout focalisé sur ce qu'il pensait du nucléaire. Ce qui a fait un peu tort évidemment au titre EDF. Oui, sauf qu'hier, l'autre secteur qu'on a vu sous tension à la Bourse de Paris, c'était le secteur de l'automobile. Parce que beaucoup commencent à se demander en fait si c'est pas finalement le diesel qui est dans son viseur, si c'est pas contre le diesel qu'il y a une offensive en préparation. Et ça, les constructeurs qui l'ont vu venir préparent déjà leur riposte. On voit tout ça avec Laurent Mimouni.
Pour Volkswagen et PSA, les choses sont claires. Il n'est pas question de jeter à l'eau des années de recherche et une avance considérable sur les moteurs diesel. Le nouveau patron de Volkswagen l'a dit sans hésiter en assemblée générale. Le moteur diesel a encore beaucoup de potentiel et nous avons bien l'intention d'exploiter ce potentiel. Plus discret mais tout aussi déterminé, PSA a présenté la semaine dernière la dernière génération de ses moteurs plus économes, des moteurs qui émettent bien moins de CO2 que l'essence et qui permettent d'abaisser le bilan carbone de l'ensemble de la flotte. Et il n'est pas sûr que l'Elysée leur soit hostile. En plein scandale Volkswagen en août 2016, Emmanuel Macron avait décidé de s'opposer frontalement à Ségolène Royal en demandant aux élus locaux de ne pas faire la guerre au diesel. Et dimanche, c'est bien dans une Citroën diesel qu'il a redescendu les Champs-Élysées. Impossible de penser que c'est un hasard, disent les professionnels. Là aussi, les marges de manœuvre de Nicolas Hulot pourraient donc être réduites. Laurent Mimouni, autre question qu'on pose. Est-ce que le gouvernement donc ne vient pas d'enterrer pour de bon le prélèvement de l'impôt à la source qui est censé entrer en vigueur le 1er janvier prochain? Vous savez que pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait parlé de report. Sauf qu'hier, Gérald Darmanin, le nouveau ministre des Comptes publics, a eu cette petite phrase, je cite, « Si c'est une source de complexité pour les entreprises, eh bien nous ne le ferons pas ». Là, ça commence clairement à ressembler à un enterrement de première classe. Et le problème, c'est que si ça se confirmait, vous allez le voir, eh bien tout ça aurait coûté beaucoup d'énergie et finalement beaucoup d'argent. Tout ça pour rien à l'arrivée. Caroline Morisseau. 50 millions d'euros, c'est le montant total qui a été dépensé par Bercy pour cette réforme, entre le coût administratif, les systèmes informatiques, les formations ou encore la communication. Dernier exemple en date, une campagne de télé a été lancée il y a tout juste un mois. À cela s'ajoute évidemment le temps et l'énergie dépensée par les équipes de Bercy. Depuis 1 an et demi, une task force d'une dizaine de personnes travaille à plein temps sur ce projet, entouré d'une centaine d'experts. Le prélèvement à la source a d'ailleurs fait l'objet de la plus grosse étude d'impact jamais réalisée. Un pavé de près de 500 pages. Enfin, 20 000 agents du fisc ont déjà été formés à la bascule. Le plus mobilisé d'entre tous, enfin, Christian Eckert, n'a pas hésité à faire un tour de France pour rassurer sur cette réforme. Pour l'ancien secrétaire d'État au budget, l'abandonner serait donc un beau gâchis. Caroline Morisseau, dans l'actualité des entreprises, on a des informations ce midi de l'agence Reuters qui évoque une alliance entre Engie et le grand groupe énergétique allemand RWE. Infos selon lesquelles RWE en fait deviendrait actionnaire d'Engie, qui lui aussi deviendrait actionnaire, alors pas de RWE mais de sa filiale cotée à Francfort qui s'appelle Innogy. Ce que dit Reuters, c'est que pour l'instant il n'y a pas eu de discussion directement entre les dirigeants des deux groupes, mais que chacun discute de la faisabilité du projet avec ses banques conseils. L'action RWE qui progresse d'un peu plus de 3% à Francfort. On baisse un petit peu en revanche du côté d'Engie puisqu'on perd 0,5%, mais on verra tout ça avec Antoine Larigauderie dans quelques minutes depuis Euronext. La reprise de STX France, les chantiers de Saint-Nazaire par les Italiens, ça se précise. On a appris que le groupe italien Fincantieri donc avait racheté 66%, donc les 2/3 de STX France. C'est une première étape puisque vous savez que l'accord qu'a conclu l'Italien avec le gouvernement français est le suivant. À terme, Fincantieri n'aura plus que 48%, donc moins de 50%. Il restera minoritaire pendant au moins 8 ans. L'État français, lui, gardera 33% pour conserver bien sûr sa minorité de blocage. Et puis alors à 12h09, on va fêter un anniversaire. On a un anniversaire à fêter aujourd'hui. Mathieu Sévin, bonjour. Bonjour Guillaume. C'est Transavia, la compagnie low cost d'Air France qui a 10 ans déjà. 10 ans déjà. 10 ans et en pleine forme, parce que... 5 millions de passagers transportés par an, une trentaine d'appareils. Et l'équilibre financier, c'est cette année. Cette année, normalement. Et alors ça qu'on comprend pas, c'est qu'on sait qu'ils essayent en ce moment de créer une nouvelle compagnie à bas coût, long courrier, qui s'appelle Boost. Oui, mais que c'est un parcours du combattant. On voudrait comprendre pourquoi ça marchait avec Transavia et pourquoi ça marche pas avec Boost. Je vous dirais que sur le papier, c'est faisable. On pourrait dupliquer Transavia sur Boost. Simplement, il y a un petit détail qui fait toute la différence. Je vous explique. Transavia est une filiale d'Air France. Elle est totalement indépendante. Dès le début, elle a été créée sur le modèle low cost et les pilotes ont bien essayé de s'opposer à ce projet. Simplement, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont simplement retardé un petit peu le lancement de cette compagnie. Alors qu'à l'inverse, Boost est dans le giron d'Air France. C'est une marque de la compagnie, comme Hop ou encore la navette. Et là, les pilotes ont
un droit de veto sur toutes les décisions de la direction. Ils s'opposent à tout changement qui risquerait de remettre en cause leurs avantages. Alors vous allez me dire pourquoi Jean-Marc Janaillac n'a pas fait comme Transavia pour son projet Boost. Eh bien tout simplement, quand il est arrivé à la tête d'Air France, les pilotes voulaient qu'il y ait de la croissance, plus de vols, un petit peu comme chez KLM. C'est-à-dire plus de fermeture, de nouvelles lignes. Il s'est dit que peut-être en faisant ce projet, il allait convaincre les pilotes d'adhérer à Boost et donc de décrocher rapidement et facilement un accord. Oui, c'est ça. Il a voulu les associer au projet à l'époque parce qu'il est arrivé dans une situation conflit social, une situation sociale absolument catastrophique. C'était un peu tendu. Oui, c'était un peu tendu. Ça a été le pari perdant, justement. C'est toujours tendu. Merci beaucoup, Mathieu. Pilotes qui doivent se prononcer très prochainement. Là, oui, normalement, ils doivent se prononcer avant la fin du mois de mai. De nombreux experts tablent en réalité sur, allez, on va dire mi-juin. Mi-juin. Alors qu'on nous annonce un lancement de la compagnie Boost pour la fin de l'année, c'est ça, mais à l'automne. À l'automne, oui. Lors du passage à l'heure d'hiver, vous savez, c'est là que les programmes d'hiver pour les compagnies aériennes se mettent en place. Pareil pour l'été, lors du passage à l'heure d'été. Gros feuilleton à suivre. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Sévin avec nous sur BFM Business. Le patron de Volkswagen, lui, il a dit ce matin dans la presse allemande, il n'a, je cite, rien à se reprocher. Vous savez qu'hier, on avait appris que la justice allemande avait ouvert une enquête dès février, en fait, le concernant, lui notamment, pour de possibles manipulations de cours de bourse en rapport avec l'affaire du Dieselgate. On le soupçonne en fait d'avoir tardé à informer les actionnaires de Porsche sur cette affaire. Il était patron de Porsche à l'époque. Lui, en tout cas, le dit, il rejette les reproches qui lui sont faits aujourd'hui par le parquet allemand. Alors, ça ne va pas fort du côté de Volkswagen, ça va pas fort du côté d'Air France et ça va pas fort sinon du côté de France Télévisions. Visiblement, l'éviction annoncé en début de semaine de David Pujadas a provoqué au sein du groupe une véritable cascade de contestations. On voit tout ça avec Simon Tannenbaum. Delphine Ernotte vit sans doute sa plus grosse crise depuis son arrivée à la tête de France Télévisions. L'éviction de David Pujadas du JT de 20h ne passe pas en interne, où on dénonce la méthode brutale, le timing suspect quelques jours après l'élection présidentielle, et surtout une décision prise au moment où les audiences du JT de France 2 sont particulièrement bonnes. 2 motions de défiance contre Delphine Ernotte et le patron de l'info Michel Field seront soumises au vote des journalistes la semaine prochaine. La patronne de France Télé, elle défend son choix, celui du renouvellement des visages, du rajeunissement et de la féminisation des antennes de France Télévisions, puisque c'est Anne-Sophie Lapix qui prendra les commandes du journal télévisé. C'est décidément un mercato sous extrême tension cette année pour Delphine Ernotte. La direction de France Télé a réussi in extremis à retenir William Lémergie, animateur historique de Télématin, qui était prêt à rejoindre le groupe Canal+. Simon Tannenbaum, midi passé de 14 minutes, on va sur les marchés. Les marchés, on retrouve Antoine depuis le siège d'Euronext à Paris. Bonjour Antoine, on a un CAC 40 qui, ça y est, est reparti de l'avant finalement. Oui, bien reparti de l'avant, plus 0,54%, 5318 points. On finit de se remettre des petits chocs de ces derniers jours, consécutifs aux inquiétudes autour du mandat présidentiel de Donald Trump, des inquiétudes concernant la présidence brésilienne aussi. On sait la classe politique du pays déstabilisée par un important scandale de corruption Petrobras, mais qui dure depuis des années et qui délivre de nouveaux volets tous les mois. Donc du coup, là, on a des marchés un petit peu plus calmes, mais c'était une séance importante parce que ça fait partie de ces fameuses séances qu'on dit à sorcière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats d'options qui vont tomber à échéance aujourd'hui et on prend des paris sur les semaines, sur les mois à venir. Et là, pour l'instant, on a décidé de laisser un petit peu ces inquiétudes derrière nous et de repartir de l'avant sur le marché action. Donc 5319 pour le CAC 40. On était en hausse de 0,8% tout à l'heure. On a réduit un peu la cadence, mais on reste quand même bien orienté, plus 0,56%. Et les volumes d'échange sont relativement corrects. 1,5 milliard d'euros d'actions échangées à l'heure où je vous parle. Il y a un secteur qui fait l'actualité et vous en avez beaucoup parlé, c'est celui de l'énergie avec ce projet de participation croisée entre RWE, l'allemand, et Engie, le français. Alors ça profite surtout à RWE à Francfort qui gagne 4%, moins à Engie qui perd 0,45% et aussi des nouvelles concernant EDF. Une de ses activités principales en Pologne va être reprise par un acteur local. Donc ça profite au titre EDF qui repasse le cap des 9 euros. C'est peut-être important techniquement, 9,06 €. On est en hausse d'1,3%. Sinon, les autres titres à la hausse, on a une très belle hausse de Cegid, le spécialiste des logiciels de santé. Le
titre prend 12,7% après parution de bons résultats. On a également Danone qui profite de la publication de bonnes perspectives à horizon 2020 et qui gagne 1,7%. Et puis le secteur qui a le plus bougé ce matin à la bourse de Paris sur le CAC 40, c'est le secteur bancaire. On a commencé plutôt en baisse, puis on s'est bien redressé avec BNP Paribas qui gagne 1,9% ou Crédit Agricole plus 1,2%. Les principales baisses du jour, alors il n'y a pas grand-chose à part Engie. Il y a Accor qui perd 0,2% ou Nokia moins 0,2%. Hors CAC 40 à noter Euronext qui nous accueille tous les jours. Euronext qui a fait état de bénéfices un petit peu inférieurs aux attentes et puis surtout des chiffres de transactions boursières qui étaient inférieurs aux attentes sur le premier trimestre. Un facteur un petit peu étonnant pour l'exploitant de la bourse pan-européenne. On a Business et Décisions qui perd 5% malgré l'annonce d'une offre de reprise par Orange, mais apparemment à un prix qui ne plaît pas du tout au marché. Puis Eritech Pharma dans les biotech qui perd en ce moment 1,8%. Le CAC, moins 0,53%, on est à 5317 et l'euro, $1,1158. Merci beaucoup Antoine, et puis on se retrouve pour faire un point bien sûr à 13h sur BFM Business. Et puis je vous rappelle, vous suivez la séance une bonne partie de la journée en direct sur BFM, 10h midi intégral placement, 15h30, 18h. Intégral Bourse, bonjour aux experts de l'orage. Bonjour Karine Vergniaud, le luxe. Thomas, bonjour pour la culture. Charline Legris, l'immobilier, bonjour. Bonjour Guillaume. Et Frédéric Simotel avec nous, bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Alors on a pas mal parlé de cybersécurité cette semaine, et alors c'est l'initiative de l'ANSSI que vous vouliez saluer, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Qui dépend du Premier ministre, et qui vient de lancer là, alors c'est un MOOC. Oui, c'est un cours gratuit à l'intention des dirigeants d'entreprise. Ouais, même de tous les cadres d'entreprise. Ouais. En fait, on se rend compte avec toutes les attaques qu'on a subies ces derniers jours, et puis d'une telle ampleur, on rappelle plus de 300 000 postes touchés à travers le monde, 150 pays, puis un deuxième virus qui est arrivé derrière et qui a fait pas mal de dégâts aussi. En fait, on voit que en cybersécurité, ce qui compte, c'est les outils, les technologies, les process, mais surtout la sensibilisation et la formation de nous tous, de savoir comment réagir avant, pendant, après une attaque. Et c'est ce que met en place l'ANSSI. Donc vous l'avez dit, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui travaille plutôt pour les grandes administrations, pour les grandes entreprises, les opérateurs d'intérêts vitaux, les sociétés de transport, de santé, d'énergie. Et là, ils se mettent au niveau des entreprises, mais voire même des citoyens, en fournissant ce MOOC. Donc il y aura 27 heures de cours. Donc là, il y a le premier module qui est arrivé. Et c'est un cours de formation en ligne très basique, très pragmatique, qui va nous dire, alors au fur et à mesure ils vont monter, selon les différents cours, on va monter en gamme dans le type de formation, mais on est vraiment dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a tous vu des patrons d'entreprise démunis face à ces attaques. Plus du côté des PME, on est peut-être